Je vais vous parler de l'intérêt de l'apport de la fluorescence dans la sécurisation de nos reconstructions mammaires par lambeaux Dieppe. Alors si je dois vous parler de lambeaux Dieppe en préambule, il faut que je vous explique de quoi il s'agit. Vous savez que quand on fait une mastectomie, on va enlever le sein, et donc clac, on va enlever ça. Donc on va enlever la peau, on va enlever le volume du sein. Alors ça nous donne le volume. Et puis ça nous donne l'étui cutané. Et lorsqu'on pense reconstruction mammaire, on pense souvent volume, mais on ne pense pas toujours à la peau. Et pourtant c'est très important, si on n'a pas la peau pour recouvrir le volume qu'on va faire, si on va mettre une prothèse c'est bien, mais s'il n'y a pas de peau pour la couvrir, ça ne marchera pas. Alors que le gynécologue, le sénologue, lui, lorsqu'il va faire la mastectomie, il enlèvera forcément la peau pour éviter qu'il y ait de laisser de la peau sur laquelle, qui sera en contact avec le cancer, sur lequel il y aura un risque de laisser des cellules cancéreuses. Donc quand il faut reconstruire ces deux éléments-là. Alors si on a besoin d'utiliser de la peau, comment faire pour nous reconstructeurs pour utiliser de la peau? Soit on utilise ce qui reste comme peau au niveau du sein, donc soit il reste beaucoup de peau, on a fait une mastectomie et conservation de l'étui cutané, c'est facile, on a de quoi amener le volume en dessous. Soit il en reste pas beaucoup et à ce moment on va essayer de tirer sur la peau du ventre pour tirer dessus, ça s'appelle un lambeau d'avancement abdominal. Soit on n'en a vraiment pas beaucoup, mais on peut quand même essayer de tirer dessus à ce moment-là en mettant une prothèse d'expansion, donc une prothèse un peu raplapla qu'on va gonfler au fur et à mesure, donc elle va tirer sur la peau de façon à ce que la patiente produise suffisamment de peau pour couvrir ensuite notre prothèse. Si jamais on ne peut pas faire ça, la seule solution c'est d'apporter de la peau, et là il faut faire appel à un lambeau, c'est-à-dire prendre la peau d'ailleurs et puis de l'amener sur le sein. Alors généralement c'est quand il ne reste pas du tout parce qu'on a une peau de mauvaise qualité, ou lorsque les tissus ont été très irradiés, sont très abîmés. Et dans ces cas-là, on va faire un lambeau qui va être soit un lambeau cutané, soit un lambeau musculo-cutané. Pour restaurer le volume, on a le choix entre mettre une prothèse, ça peut être une prothèse en sérum fi ou en silicone, peu importe, mettre de la graisse, et ça c'est le lipofilling, mettre un lambeau musculaire ou musculo-cutané, et là l'intérêt c'est que le lambeau va apporter la peau qui nous manque en même temps que le volume. Et puis on peut faire lambeau plus prothèse ou lambeau plus lipofilling. On va s'intéresser au Dieppe, puisque c'est lui qui nous intéresse ce soir. Le Dieppe, c'est un lambeau libre qui est techniquement plus difficile qu'un lambeau cutané, puisqu'il y a un temps microchirurgical, c'est-à-dire qu'on va couper les vaisseaux nourriciers du lambeau, on va le déplacer, on va venir les anastomoser sous microscope au niveau du site receveur. Donc il y a un temps microchirurgical, ça prend plus de temps, vous le voyez, microscope opératoire. Il faut des équipes qui sont entraînées. L'avantage de ce lambeau Dieppe, c'est qu'il donne, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, des résultats qui sont de très belle qualité, pour ne pas dire le meilleur des résultats de reconstruction mammaire. L'avantage, c'est que c'est un lambeau perforant, c'est-à-dire qu'il ne délabre pas la paroi abdominale en piquant un muscle, je vais vous expliquer ça plus loin. Et puis on peut des fois le couper en deux et reconstruire les deux seins avec la peau d'un seul ventre. Bon, je ne parlerai pas des autres lambeaux, c'est pas notre problème du jour. Donc le Dieppe signifie Deep Inferior Epigastric Perforator Flap, in English in the text. Ce qui signifie donc que c'est un lambeau libre, perforant, basé sur les branches de l'épigastrique inférieure profonde. Donc, anastomosie microchirurgicale, lambeau perforant, on va les disséquer les vaisseaux dans l'épaisseur du muscle en préservant le muscle, et puis on va descendre comme ça jusqu'à l'origine des vaisseaux, au pédicule épigastrique inférieur. Voilà ce que ça donne en vrai. Une patiente qui a besoin de reconstruire, alors j'ai dessiné un petit peu partout les muscles, etc. La peau du ventre qui nous intéresse, on va récupérer une partie ici de cette peau du ventre pour refaire le sein, et puis on va l'amener là-haut, on va ouvrir la cicatrice ici, puis glisser notre lambeau à l'intérieur, et puis l'anastomoser sous microscope. Alors ça ressemble à ça, c'est un petit peu gore, mais on a nos pédicules ici, artère et veine, qu'on va brancher sous microscope. L'artère fait à peu près 2 mm de diamètre, la veine fait entre 1,5 et 3 mm de diamètre. Et puis ensuite on va refermer la peau du ventre comme une plastie abdominale, où j'ai été beaucoup trop vite. Voilà. Voilà quelques résultats. Ce qui nous intéresse, c'est quand même sympa, vous voyez que ça donne des résultats qui sont de belle qualité. Le problème, c'est que on peut avoir des petits soucis parce que le lambeau qu'on a prélevé peut être plus ou moins bien vascularisé. Il va être vascularisé sur les perforantes qu'on a repérées. Mais est-ce que ces perforantes suffisent à vasculariser notre lambeau? On n'en est pas toujours sûr au départ. Et on peut avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'une partie du lambeau va être mal vascularisée.
Alors ça peut donner un lambeau bleuté comme ça, ou ça peut donner une partie du lambeau qui va nécroser, du coup ça désunit, c'est un petit peu la panique chez la patiente. Donc comment faire pour sécuriser ça? Eh bien la solution est venue de la gynéco-obstétrique. Vous savez que il n'y a pas que Gilles, mais j'ai quelques attaches avec la gynécologie obstétrique. Et donc, c'est en collaborant et en discutant avec mon épouse que nous avons un jour parlé de ça. Vous savez que les gynécos, quand ils font les mastectomies, vont injecter dans la zone du cancer du bleu patenté pour aller faire le ganglion sentinelle. Ça rejoint ce que disait Johanna tout à l'heure. Il faut aller chercher le ganglion, qui est le ganglion le plus, on va dire, celui qui draine prioritairement la zone tumorale qui nous intéresse. C'est mieux de piquer que celui-là plutôt que de faire des curages qui peuvent être délabrants. Donc on injectait le bleu patenté autrefois, puis on faisait un massage de la glande mammaire pendant 3 minutes, puis on allait chercher le ganglion qui était tout bleu. Après, en plus, on mettait du technétium pour aller avoir un double marquage. Ce qui se passait, vous voyez le ganglion récupéré, etc., on vérifiait la radioactivité. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait des allergies, et notamment le petit responsable des allergies au bleu patenté, c'est des gens qui se sensibilisent en mangeant des bonbons bleus. Vous connaissez les bonbons bleus? C'est les schtroumpfs en gomme que vous mangez. Là, ils contiennent du bleu patenté, il y a des gens qui se sensibilisent. Et donc voilà votre patiente qui, au bout de quelques temps, commence à faire des cloques, qu'on voit très bien en lumière rasante. Et donc ça peut donner des allergies, il peut y avoir des cas de choc anaphylactique sur le bleu patenté. Du coup, le bleu patenté n'est plus recommandé dans la réalisation des ganglions sentinelles. Et donc, fort de cela, le docteur Catherine Gay s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, par quoi on peut remplacer ça, et a trouvé cette technologie-là, qui est la caméra portative d'imagerie par fluorescence, qui s'appelle, qu'elle a surnommé le Wall-E parce qu'elle ressemble au robot du film de Disney. Et donc, cette caméra portative permet d'avoir une imagerie assez étonnante. Ça permet donc de visualiser le ganglion. Vous le voyez ici, il apparaît en vert parce qu'on va injecter de l'indocyanine green, du verre d'indocyanine, et puis donc ça va apparaître sous différentes on va dire ça, la caméra va donner plusieurs types d'images qui peuvent être soit vert, soit en noir et blanc. Vous allez voir que nous, ça nous intéresse dans certains cas. Et donc ça apparaît comme la solution pour nos lambeaux. Parce que la nécrose du lambeau diep est une complication qu'on n'aime pas, et que les opérateurs n'aiment pas ça. Donc, cette angiographie fluorescente par le verre d'indocyanine nous permet une cartographie de la vascularisation du diep. Alors, revoilà notre ami. Ça ressemble à ça. Vous allez voir la machine. Comment ça marche? On va injecter du verre d'indocyanine en intraveineux direct à la patiente pendant l'intervention. Au bout de quelques secondes, le verre d'indocyanine va passer dans les vaisseaux et on va très bien pouvoir, avec notre caméra infrarouge, pouvoir visualiser la vascularisation cutanée. C'est assez magique. Et donc, on va pouvoir utiliser ça pour vérifier si notre lambeau est bien vascularisé ou si on fait des clampages à différents endroits, comment ça fonctionne. On peut faire plusieurs injections de verre d'indocyanine au cours de la même intervention. Donc voilà le fameux engin. Alors, lors de nos lambeaux diep, ça va nous permettre de sélectionner la partie du lambeau qui est la mieux vascularisée. Ça va nous permettre de sélectionner les vaisseaux principaux qu'il faut préserver, et donc éviter des fois de disséquer des vaisseaux qui serviraient à rien, et donc gagner énormément de temps. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait nos anastomoses au microscope, vérifier que ça marche, puisqu'il suffit de passer un petit peu de verre d'indocyanine, regarder si le lambeau flash. Et si le lambeau flash, c'est que ça fonctionne et que le sang passe. Alors, il faut que j'aille déclencher le film. On va couper le son parce que sinon ça va vous paniquer, je pense. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, je pense. Voilà, donc vous avez... La caméra est passée en mode noir et blanc. Donc on a injecté, vous voyez qu'il y a quelques petites choses qui apparaissent un peu en bleu. Ça, c'est l'image qu'on a en salle d'op. Et voilà ce que ça donne au niveau de la vascularisation sur le lambeau. C'est assez sympa. Et donc on voit très bien la vascularisation, les zones qui sont bien vascularisées du lambeau et les zones qui ne le sont pas. Donc nous, derrière, on prend notre petit stylo et puis on va dessiner ce qui est vascularisé. On va enlever ce qui est noir, en fait, pour garder ce qui est blanc, tout simplement. Et donc, vous voyez, voilà, ma collègue, moi je suis en train de filmer, ma collègue repère les zones où la peau est bien vascularisée. Et donc, on sait qu'on peut garder. Alors là, sur ce lambeau-là, il est très très bien perfusé. Donc, on peut garder beaucoup. Il y a des lambeaux où c'est moins bien perfusé que ça.
On va vous montrer quelques exemples. Je vais avancer. Celui-là aussi. Voilà, vous voyez, il y a une zone de perfusion qui est moins importante en bas. Et donc là, on sait que là, ça va marcher, mais ça, c'est pas la peine d'essayer de transporter ça. Ça donnerait les résultats noirs qu'on a vus sur la diapo précédemment. Donc c'est extrêmement utile pour aller vraiment cartographier la zone qui nous plaît, en péropératoire. Je vais continuer pour pas passer à la suite. Bon, alors vous voyez l'équipe, il y en a un qui tient la caméra, une qui dessine, le dernier qui filme, c'est moi, et voilà, donc on a à l'écran ce qu'on a repéré. Pas sûr que ça fonctionne. Bon, peu importe. Voilà, vous avez en vrai. Alors du coup, on a fait une petite série on a repris toutes nos dernières patientes pour lesquelles on a fait un lambeau Dieppe. Pour voir si depuis qu'on utilisait cette technologie de verre d'indocyanine, c'était mieux. Donc on a fait une petite étude rétrospective. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de lambeaux, avril 2021, juin 2022. Je vous rappelle que c'était les années Covid, où les plasticiens ont été priés d'aller jouer ailleurs pour laisser les vrais chirurgiens sauver des vies. Et donc on a eu un petit peu de mal à revenir dans les blocs opératoires et surtout faire des opérations comme celle-ci qui sont quand même un petit peu plus longues. Donc on a repris notre série de 6 lambeaux. Pour lesquels on avait fait des angios donc au verre d'indocyanine. Avant sevrage du lambeau, ça nous a permis de sélectionner les meilleures perforantes dans un cas, et puis de vérifier ça systématiquement, la perméabilité de nos anastomoses. Donc on a fait 6 Dieppe, les âges moyens, ça n'a pas vraiment d'importance ni d'intérêt. Il y avait eu de la radiothérapie et de la chimio chez 4 patientes. Et puis, donc, voilà, côté droit 3, côté gauche 3, comme ça la parité est respectée. Une durée moyenne d'intervention, vous voyez que c'est pas des interventions qui sont si longues que ça, parce que le Dieppe le plus rapide, on l'a fait en 3h30, le plus long en 7h05, on a beaucoup réduit. Les premiers Dieppe qu'on a fait, c'était 10 heures au bloc, en paniquant un petit peu. Aujourd'hui, on serait en mesure d'en faire largement 2 d'affilée dans la même journée opératoire, sans souci. Dans les suites immédiates, il n'y a pas eu de souci particulier. On n'a eu aucune reprise pour de nécrose partielle. C'est ça qui est le plus important, alors que ça nous arrivait quand même de temps à autre, notamment dans les années précédentes. La cicatrisation, on a eu des petits soucis de cicatrisation sur site donneur, un hématome qu'il a fallu drainer. Mais globalement, c'était bien. Donc finalement, à quoi ça sert tout ça ? C'est la cartographie. On a refait la littérature pour voir ce que ça donnait. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont dit exactement la même chose que nous, qui ont fait des séries plus grandes. Peut-être qu'ils avaient plus d'accès au bloc. Et puis ils ont commencé plus tôt, parce qu'on est finalement en France, on n'est pas récent. Enfin, on est un peu en retard par rapport aux autres pays sur ce système-là. Et donc intérêt pour découper le lambeau et pour sélectionner la meilleure perforante. Ça nous arrive de clamper, de regarder comment ça passe. Est-ce que ça passe bien avec ce vaisseau-là ? Et du coup, pas besoin de disséquer ce vaisseau-là, on gagne du temps. Et puis, une fois qu'on a fait nos anastomoses, on met un coup de verre d'indocyanine, on vérifie si le lambeau devient blanc comme vous avez vu. S'il devient blanc, c'est que le sang passe bien, tout va bien, on peut rentrer à la maison. Donc d'autres auteurs ont trouvé des diminutions de risque de nécrose graisseuse de manière vraiment très importante, 22,8 avec 100 verres d'indocyanine contre 3,4 avec le verre d'indocyanine. Idem pour une deuxième série de Varela, etc. On va pas rentrer trop dans les détails. On diminue le risque de nécrose partielle du lambeau vraiment, puisque dans certaines séries, ils n'ont plus du tout de nécrose partielle et plus du tout de réintervention. Donc, bel exemple de collaboration interservice, ça me permet de discuter des fois à la maison. Hein. Le verre d'indocyanine, tiens, si je l'essayais, pas mal. Pas d'effet secondaire de cette technique. Et alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a fait payer une deuxième par la Ligue parce que ça fonctionne très bien. Et je crois qu'il y a d'autres spécialités chirurgicales qui s'y intéressent de très près pour leur curage ganglionnaire, notamment en chirurgie digestive, en urologie, etc., etc. Je vous remercie de votre attention.